Alors j'étais danseuse en fait, j'étais dans un orchestre, j'étais avant tout secrétaire. Et voilà, mais j'avais une vie tout à fait normale, hein. J'avais 24 ans, donc bon voilà, j'avais rencontré déjà mon fiancé. Voilà, rien de particulier, j'étais assez vivante, j'ai toujours eu beaucoup de caractère, donc je faisais 1000 choses, je courais partout, je me couchais tard, je me levais tôt, j'aidais beaucoup de gens, enfin bon voilà quoi. Donc j'étais très active. Et le 20 octobre 2005, je suis allée à mon travail principal qui est secrétaire. Donc j'ai pris la voiture comme tous les matins, j'avais pas du tout envie d'aller travailler. Donc j'ai dit à mon conjoint, donc j'ai dit j'ai pas envie d'y aller. Il m'a dit mais n'y va pas. Donc j'y suis allée malgré tout, erreur. Donc j'ai pris ma voiture et là je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Donc j'ai perdu le contrôle du véhicule. Il faisait un petit peu, comme c'était fin octobre, il faisait un petit peu humide. Je pense que j'ai glissé sur l'herbe humide. Donc du coup j'ai fait 3 tonneaux, je suis partie, j'ai essayé de récupérer, bon c'était trop tard, il n'y avait rien à faire. Et voilà, donc je suis partie en tonneau, je me suis retrouvée, la voiture s'est immobilisée, je me suis retrouvée à l'endroit, je ne sais pas comment, mais la voiture s'est retrouvée à l'endroit. Et moi j'étais couchée sur le côté, donc je me suis rendu compte que mes jambes ne bougeaient plus, j'étais dans une position qui me faisait présager que j'allais rester handicapée a priori. Et je me suis cassé les bras parce que je les sens plus du tout. Je sentais mes jambes mais elles étaient pas dans la bonne position et mes bras étaient vraiment les épaules me faisaient mal et ils étaient en vrac. Je me suis dit je me suis cassé les bras et je vais être handicapée. Je me suis dit ça. Tonneau, effectivement, j'ai senti à un moment donné parce que j'ai le toit de la voiture qui a percuté ma tête, en fait, mon côté qui s'est écrasé. Et du coup j'ai senti de l'électricité, un choc en fait, une électricité d'un coup, voilà, ça a été bref mais ouais, j'ai senti comme quelque chose qui se brisait, quelque chose qui se... Voilà, quoi. Du coup, je me suis retrouvée sur le côté, je me suis dit voilà, je suis handicapée, qu'est-ce que je fais? Je klaxonne, je peux pas bouger les bras, je pouvais rien faire, j'étais bloquée là, au milieu d'un champ, c'était une route de campagne, donc personne qui passe. Donc je me suis dit, il y a une maison pas loin, je voudrais bien klaxonner, j'ai essayé de lever l'épaule, rien à faire. Donc j'étais un petit peu dans l'impasse, et j'avais toujours mes essuie-glaces qui fonctionnaient, ce qui a alerté une voiture qui est passée. Alors, là, bravo le gars, parce que moi je vois des essuie-glaces fonctionner, je me dis pas que c'est parce que le moteur est allumé, qu'il y a une personne dedans. Lui s'est arrêté, alors il y a d'abord une première voiture qui est passée, qui s'est pas arrêtée, qui est passée à fond, qui s'est dit bon ça doit être depuis un moment. Et là la deuxième personne qui s'arrête, qui vient me voir, donc je l'appelle, et qui m'a dit j'ai vu les essuie-glaces, j'ai su que le moteur était allumé, qu'il y avait quelque chose, et donc là il était paniqué complètement, donc je lui ai dit écoutez ma mère habite à 200 mètres, il faut la prévenir, j'ai donné son numéro de téléphone, je lui ai dit voilà je peux pas du tout bouger, je vais être handicapée. Donc il faut la joindre et appeler les pompiers. Enfin, j'ai donné la marche à suivre. Parce qu'il était, je pense qu'il était paniqué. Il me voyait, j'étais jeune, j'étais couchée. Enfin, c'est toujours traumatisant un accident. Donc il a appelé ma mère. Il a appelé les pompiers qui ont mis plus d'1 heure à venir. Donc moi ça allait toujours. Je gardais le moral comme d'habitude. Il m'a demandé à quelle heure c'est arrivé. Je dis j'ai pas pensé à regarder l'heure. Voilà. Donc du coup non voilà. Donc ça. On a appelé les pompiers, ils sont arrivés tard. Ils sont arrivés au bout d'1 heure et là ma mère était sur les lieux, commence à ramasser mes affaires, elle me dit ça va, je lui dis écoute maman je vais être en fauteuil, je vais être handicapée c'est sûr. Elle m'a dit non mais dis pas ça, et je dis voilà je le sens donc et puis petit à petit j'avais la respiration qui se coupait donc j'avais la respiration, le diaphragme qui était en train de s'immobiliser, aujourd'hui je le sais mais voilà. Et les pompiers sont arrivés donc ils m'ont mis sur respirateur et puis je suis partie à l'hôpital voilà. Comprendre, oui, j'ai toujours compris, mais bizarrement, j'ai toujours été contre cette décision, en fait. Décision de la nature, hein, mais cette décision de la nature de me rendre handicapée, parce que finalement, pour moi, voilà, je ne suis pas handicapée. J'ai jamais été handicapée, voilà, quand je me suis retrouvée dans la voiture, j'ai dit bon, je vais être handicapée, mais pour moi, c'est un état provisoire. Voilà, c'est des choses qui arrivent, mais c'est provisoire, comme si je m'étais cassé une jambe, quoi. Enfin, ce qui a été une surprise, c'est que je savais pas exactement ce que c'était d'être handicapée. C'est-à-dire qu'on a tous une image du paraplégique ou du tétraplégique, mais on sait pas vraiment ce que c'est, en fait. On se dit, voilà, on marche plus, quoi. On se dit juste ça. Alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus dramatique que ça, parce que c'est rien du tout de ne pas marcher, quoi. C'est pas le pire. En fait, il y a tout ce qui va à côté, c'est tous les soins à côté, c'est que vous allez pas aux toilettes, normalement, c'est que... c'est la prison, vous n'allez pas où vous voulez tout seul. Et normalement, si j'ai envie d'aller en forêt, je peux y aller, mais accompagnée. Je peux pas aller prendre l'air toute seule, je peux pas... Alors il y a tout ce qu'il y a autour, il y a tout le médical, tous les problèmes d'infection urinaire pour ma part, mais il y a aussi des escarres. Moi, j'en ai jamais eu, mais c'est vrai que c'est très fréquent chez les tétraplégiques. Donc il y a tous ces problèmes qui sont à côté et qui nous pourrissent la vie voilà, au quotidien, qui sont vraiment indépendants du fait que on marche pas, d'accord, mais
il y a vraiment, vraiment d'autres problèmes que les gens ne voient pas, quoi. Et c'est ce qui me pourrit le plus la vie, ce qui se voit pas, quoi. Donc voilà, c'est ça la nuance que je voyais pas quand on m'a annoncé ben, vous êtes tétraplégique. Je dis oui, ok, super, je sais. Et alors, voilà, qu'est-ce que ça implique? Et là, on m'a expliqué, on m'a dit voilà, la moelle a été touchée par. Vous avez de la chance, elle n'est pas sectionnée, et ça veut rien dire. Voilà, elle a été touchée par vos cervicales, donc on ne sait pas ce qui peut être récupéré, ce qui ne peut pas être récupéré, on verra. Mais a priori, vous allez passer vos jours dans un fauteuil. Voilà, on m'a dit ça, donc. Quand j'ai dû après le dire, j'ai vu ma belle-mère en premier, c'est elle qui a passé la sécurité en premier. Et je lui ai dit je vais plus jamais danser, c'est la première chose que je lui ai dit. Et bon là on a pleuré toutes les deux, évidemment parce que c'était le plus dur pour moi, parce qu'après après le reste de la vie je m'attendais pas, je ne savais pas, j'avais pas réfléchi à autre chose, j'étais encore dans mon petit train-train quoi. Donc voilà. Oui, alors je suis consciente que je suis handicapée, par contre je fais pas l'autruche, loin de là, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire et que voilà. J'ai toujours su que j'étais handicapée, je sais que je suis handicapée, je me dis pas, peut-être qu'un jour je ne récupérerai jamais. Donc là j'en suis consciente. Par contre je vais tout faire pour récupérer, pour essayer en tout cas d'améliorer ma vie, de la rendre meilleure et de la rendre plus facile pour mon entourage justement. Et mon entourage, ben, ils ont très mal réagi, ils ont été très malheureux, pour eux j'étais foutue, bah, sachant que j'étais hyper énergique, je sautais partout, je courais partout. Bah, j'ai pensé à la mort comme tout le monde. Et dans ces cas-là, pourquoi je suis restée, c'est parce que j'ai mon entourage, j'ai mon fiancé, j'ai mes parents. Je me dis, je peux pas laisser tomber, c'est égoïste. J'ai pas le droit, quoi. Je m'en suis sortie, c'est que, voilà, c'est pas pour... j'aurais dû mourir sur le moment, maintenant, voilà, tant pis, je m'en suis sortie. Donc j'avance, quoi. Donc ces aides-là, elles sont précieuses, même si c'est pas qu'ils veulent forcément m'aider ou... je ne sais pas, ils sont simplement là, quoi. C'est simplement que je les aime et que j'ai besoin de... Voilà, quoi, d'être là pour eux. J'ai eu des réflexions, et que si je faisais pas assez de kiné, c'est pour ça que je récupérais pas, que voilà, on nous apprend en fait comment vivre notre handicap en fait. Difficile. Et pourquoi tu crois pas en Dieu? Parce que je suis athée. Donc ça c'est personnel, je croyais en Dieu avant, aujourd'hui je crois plus en Dieu, mais c'est pas à cause de l'accident, c'était un petit peu avant déjà, je ne croyais plus en Dieu. Par contre je respecte énormément les gens qui ont la foi, parce que je trouve ça, je pense que d'ailleurs quand on est handicapé ça doit vraiment aider. Moi j'ai foi en moi et à mon entourage. On me dit ça quand on me dit mais t'es athée, n'importe quoi, c'est pour ça que tu t'en sors pas, parce que si t'appelais plus Dieu, ben, tu t'en sortirais. Alors on m'explique un petit peu comment vivre et comment... donc ça m'agace. Donc ça c'est difficile, c'est pas une aide forcément. Les gens, l'entourage, les gens des fois que je croise dans la rue, qui savent pas, soit qui m'envoient la porte dans la figure au lieu de me la tenir, ou alors les autres qui en font beaucoup trop parce qu'ils veulent faire leur BA de la journée. Souvent les personnes âgées viennent me voir en me disant « ma pauvre ». Ça, il n'y a rien de pire. Je dis, bon, mais ça va, moi je suis en train de faire mes courses, donc je dis, mais tout va bien, ben, ça va, je suis pas malade, quoi. Donc bon, ça c'est un petit peu... c'est pas le pire, mais j'ai eu vraiment des anecdotes avec des caissières, avec des gens très maladroits, je pense, voilà, qui m'ont vraiment pas aidé, quoi. Comment vous faites pour continuer à vivre comme ça, quoi? Moi, je continuerai pas à votre place, quoi. Des choses... bon, c'est blessant. C'est quand même blessant sur le moment, ça énerve, et puis après on en rigole, c'est une anecdote, quoi. Ah, c'est pas grave, quoi. Mais voilà, je dis, j'ai eu moins d'aide que d'entraves. Et quand même, quoi. Voilà, après les entraves, c'est beaucoup les médecins aussi, parce que les médecins, ils sont très... alors, cartésiens, je dirais pas ça parce que je suis aussi cartésienne, mais ils sont toujours très négatifs, quoi. C'est-à-dire qu'ils préfèrent dire le pire pour pas donner d'espoir, sauf que du coup, ils donnent zéro espoir. Donc j'ai eu ce combat-là où c'était difficile d'entendre, ben non, vous êtes foutus, maintenant il faut juste accepter, c'est tout, quoi. Alors ça, de moi accepter, ça m'a... J'ai jamais accepté et je m'en porte très bien. Franchement. Donc voilà, il faut pas accepter, justement, je pense. Ils savaient pas. Alors, j'ai eu plusieurs écoles, c'est-à-dire que j'ai eu plusieurs médecins qui sont venus me voir. J'ai eu la personne qui m'a opérée, qui était vraiment un médecin neurochirurgien en or. Le problème, c'est qu'il parlait pas trop, donc c'était pas évident. Mais par contre, lui, il m'a dit, la moelle n'est pas sectionnée, on peut pas savoir. Clairement. Il me dit, il n'y a aucun médecin qui pourra te dire un jour ou non, tu remarcheras ou pas. Il me dit, le problème, c'est simplement par rapport à la capacité pulmonaire, tu as plus que 70% de tes poumons. Donc le problème, c'est ça. Donc je lui ai dit, ben, je pourrais plus chanter parce que j'avais l'intention, je me suis dit, je vais pas danser, mais tant pis, je vais chanter. Et il m'a dit, non, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, je suis chanteuse. Hein. Bon, voilà. Voilà. De la tristesse, quoi. C'est de la tristesse, hein, tout simplement. C'est que j'ai un pincement au cœur, je me dis, ah, ben, je danserais bien là. Voilà, bon, mais tant pis. Après, il y en a beaucoup qui m'ont proposé de danser sur fauteuil, mais c'est vraiment pas la même chose pour moi. C'est l'expression du corps, la danse. Donc là, il y a ce petit pincement au cœur. Il y a la danse, il y a beaucoup de choses comme ça. Aller me promener en forêt, j'en parlais encore ce matin, mais c'est vrai que la solitude, des fois, c'est quand
quand même agréable, quoi, aller me promener toute seule. Là, non, il faut que j'ai quelqu'un avec moi toujours, il faut que c'est une organisation de me déplacer, il faut toujours que, voilà, que j'en parle à quelqu'un. Je suis plus libre, quoi. Finalement, la prison, ce serait plus facile pour moi. J'ai grandi plus vite. Voilà, j'ai grandi plus vite. Je pense que je me suis améliorée humainement et surtout au niveau de mon caractère. Je pense que voilà, j'ai un caractère beaucoup plus facile, bizarrement, parce que souvent on dit les handicapés ils sont difficiles parce qu'ils souffrent, et c'est vrai, en majorité. Moi j'ai appris la patience, alors je suis pas du tout patiente. Alors, je suis patiente avec les gens, mais quand j'arrive pas à faire quelque chose, je suis pas du tout patiente. Donc là j'ai appris la patience. Plus ou moins. Voilà, j'ai un peu appris la patience et je pense qu'humainement je me suis vraiment améliorée, quoi. Voilà, appris à aimer les gens davantage. Je suis pas handicapée. Je suis pas handicapée. Non, parce que souvent les personnes qui sont handicapées, la majorité du temps, ils sont beaucoup plus. Enfin, ils sont dépressifs. Et ce qui est à juste titre. Hein. C'est-à-dire que je comprends parce que moi j'ai eu une phase comme ça où voilà, c'était pas du tout facile, où je me suis renfermée, j'ai passé quelques mois, voilà, où je me suis dit, mais j'ai envie de voir personne, de toute façon, à quoi bon enfin, voilà, mais il y a des gens qui en sortent pas de cette phase en fait, on finit par se complaire en fait dans cet état un petit peu de nostalgie et de morosité. Et moi j'ai refusé en fait ça. C'est-à-dire que voilà, et moi je veux pas me retrouver face à des personnes qui tout le temps. J'ai des amis, mais je fuis un petit peu. Je fuis un petit peu parce que ça me rappelle tout le temps les difficultés quotidiennes. J'ai pas besoin de l'entendre, je le sais quoi. Je le sais. Parce que la majorité des personnes handicapées s'en prennent à l'entourage ou aux soignants. Des fois les soignants ils sont pour rien, voilà, ils sont là pour nous aider. Donc voilà, déjà de pas s'apitoyer sur son sort. Et après de voir le positif de la chose quoi. D'essayer de voir, il y a toujours un positif. Il y a toujours un positif. Moi, depuis que je suis handicapée, j'ai rencontré des personnes différentes au sein du handicap. C'est-à-dire que j'ai rencontré des soignants qui sont des amis maintenant. J'ai une auxiliaire de vie qui est vraiment une amie très proche. J'ai des infirmières avec qui j'ai gardé de très bons contacts. Voilà, ça a été une aventure humaine aussi, quoi. Donc, voilà, voir le positif, quoi. Essayer de se battre tout le temps, pas oublier de se battre, quoi. Oublier de se battre et, contre son handicap, pas forcément contre les autres. Et pour son évolution personnelle, quoi. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je veux pas que ce soit une fatalité. Je veux pas me dire, voilà, on m'a dit ça, tant pis, c'est pas grave. Non, j'avance et je m'écoute beaucoup, parce qu'avant je m'écoutais moins que ça aussi. J'ai appris à écouter mon corps. Parce qu'avant je savais pas forcément ce qui était bon pour moi. Aujourd'hui, je sais quand un médicament me fait effet, s'il me fait pas effet, voilà, je le sens de suite et je m'écoute. Surtout, la majorité des gens ne s'écoutent pas. Il y a un médicament qui leur fait mal, ils se disent oui, mais le docteur m'a dit de le prendre, c'est que quand même, il est médecin. Non, on est tous différents, quoi. On est des êtres humains, donc faut s'écouter, quoi. Alors oui, c'est un livre que je viens de terminer, ça s'appelle Tétraplégique à tout prix. Et donc pourquoi tétraplégique à tout prix? C'était comme on l'a compris, c'est qu'il faut se battre pour être tétraplégique et accepter en tant que tel. Donc ça c'est une première chose, et puis que ça coûte cher d'être tétraplégique, c'est-à-dire que voilà, je raconte mon parcours de vie depuis le début de mon handicap en fait, jusqu'à aujourd'hui. Et toutes les difficultés, alors le harcèlement du corps médical en fait, la maltraitance surtout. J'ai vécu 2 ans de maltraitance par rapport à mes infirmiers à domicile. C'était alors morale et physique, c'est-à-dire j'ai eu des infirmiers qui sont venus à domicile pendant 2 ans pour faire les soins et la toilette notamment. Et j'ai eu pour citer un exemple, j'ai eu le malheur de demander un matin de me mettre en jean parce qu'à 25 ans c'est vrai que se mettre en jogging tous les jours pour une fille c'est pas terrible, donc un jour j'ai dit ouais, là je vois des amis, j'ai envie de me mettre en jean. Alors c'est des jeans de grossesse, hein, c'est-à-dire que bon, ils sont stretch, élastiques. Et donc il m'a dit ouais mais ça va pas être possible, je vais pas y arriver. J'ai dit mais si il est facile, vous allez voir. Donc il me l'a mis, il m'a secoué dans tous les sens, j'avais ma tête qui tapait contre la tête de lit, contre le mur donc. Les auxiliaires de vie entendaient un moumou, mais qu'est-ce que c'est? C'était ma tête. Donc voilà, il y a eu ces violences-là, et ensuite, entre autres. Et ensuite, problème d'hygiène, quoi, au cours de la toilette, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de soucis de santé. J'ai perdu 2 ans de rééducation à cause de ça, j'ai eu beaucoup de soucis de santé à cause de ça. Mais c'est vrai que la base du livre, c'était surtout pour dénoncer ça. Parce qu'à domicile, on est vraiment vulnérable. Alors, moi, je suis quelqu'un qui parle, qui exprime ma douleur ou mon mécontentement, parce que j'ai toute ma tête, mais il y a des personnes âgées qui sont à domicile, qui disent rien, qui n'ont pas de famille. Et alors on parle des maisons de retraite, effectivement, il y a beaucoup de maltraitance, mais il y a un corps médical, il y a du monde autour, ça finit par se savoir. À domicile, on est tout seul avec la personne, il n'y a
aucune solution, personne à qui se plaindre. Si on se plaint, c'est sa parole contre la nôtre. Donc on a le droit de rien dire. Et si jamais on se plaint, eh ben, la personne elle vient plus, personne ne vient vous soigner. Donc vous vous retrouvez complètement... Donc voilà, moi mon combat c'était surtout ça à la base, c'est que ça me met très très en colère, c'est vraiment parce qu'il n'y a aucun recours et qu'on se retrouve maltraité et oublié de tous. Voilà, on a tous des manières différentes de se battre. Il y en a c'est l'agressivité et moi c'est plus l'agressivité envers moi-même je dirais. Parce que je suis râleuse, je suis volontaire, voilà, il y a beaucoup... et ça m'a aidé. Bon, voilà. D'avoir un mauvais caractère des fois ça aide. Voilà, je pense qu'il faut pas se laisser faire. Moi, c'est parce que j'ai choisi d'être comme ça, je me suis dit, mais oui, moi ça a été une révélation, je me suis dit, mais arrête de te prendre la tête, mais attends, mais c'est quoi? Ça se fait tout seul, parce qu'on vit tellement de choses dramatiques qu'au final, faire tomber quelque chose, on se dit, c'est pas grave, casser un verre, hein. C'est rien quoi, c'est rien de casser un verre, alors que je connais plein de gens qui cassent un verre, et font, oh mais tu peux pas faire attention, et ça part sur une embrouille. C'est qu'un verre cassé, c'est rien quoi. Voilà, moi je me suis rendu compte de ça, mais c'est pas le cas pour tout le monde quoi. C'est pas le cas pour tout le monde. Malheureusement, je pense qu'on peut pas faire une généralité quoi. C'est trop personnel. Quoi. Oui, parce que c'est trop facile de se dire, ah ben voilà, la vie elle est foutue. C'est la facilité, qu'on soit handicapé ou pas, je parle pas de handicap forcément, la facilité c'est de dire, ah ben voilà, puisque c'est ça, je laisse tomber. C'est facile de laisser tomber puisqu'on fait rien. Le plus facile c'est de laisser tomber et de se dire, je laisse la vie et puis on verra quoi. J'ai même connu quelqu'un qui m'a dit, cloué dans son lit d'hôpital, il était tétraplégique en même temps que moi. J'ai été le voir parce que je voyais qu'il sortait pas, je lui ai dit mais ça va, t'as pas le moral, tu veux qu'on t'aide, tu veux des conseils, tu veux... Voilà, n'importe quoi. Non, mais moi si je dois m'en sortir, c'est Dieu qui m'en sortira. Et je dis mais aide-toi, le ciel t'aidera, encore une fois. On fait pas... il faut que tu fasses quelque chose pour prouver que tu veux t'en sortir. Moi je crois pas en Dieu, mais c'est pas le problème quoi. C'est que si toi tu fais rien, à un moment donné, si tu te lèves pas et que t'essaies pas de marcher, Dieu il a beau t'envoyer des jambes, tu marcheras pas quoi. C'est... À un moment donné, donc je connais beaucoup de personnes comme ça qui ont décidé de se laisser aller parce que c'est plus facile. Alors ce que j'entends très souvent c'est mais c'est bizarre, t'es hyper souriante pourtant t'es handicapée. Oui, mais ça n'a rien à voir. J'étais souriante avant, pourquoi je serais pas souriante aujourd'hui? Ça veut pas dire que je suis toute la journée comme ça, hey, super la vie. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai des moments où je suis pas bien, mais par contre quand je suis avec des gens, je vais pas leur faire payer le fait que je suis handicapée, je vais pas rester tout le temps... J'aurais pas d'amis sinon. J'aurais pas d'amis, mais après... Encore une fois, je pense que ça n'a rien à voir avec le handicap, c'est une question de personnalité et de savoir si on veut être quelqu'un de gai et s'en sortir ou si on veut être dépressif et rester dans un état triste. Tout. Je sais pas si c'est de la joie de vivre ou de la rage. Merci Isabelle, merci beaucoup pour ce témoignage. Avec ta plaisir. belle force, merci.